Quand mon mari est décédé, son associé au cabinet d'avocat m'a appelé 3 jours après les obsèques. Hélène, il faut que tu viennes au bureau. François a laissé quelque chose dans le coffre que tu dois voir. Et s'il te plaît, quoi que tu fasses, n'en parle pas à Thomas ni à Chloé. François a été très précis à ce sujet. En entrant dans son bureau et en voyant ce qui était posé sur la table, j'ai compris pourquoi mon mari m'avait caché des choses durant ces derniers mois. Je suis ravi que vous soyez ici avec moi aujourd'hui. Suivez mon histoire jusqu'au bout et laissez un commentaire pour me dire depuis quelle ville vous regardez. Je veux voir jusqu'où mon histoire a voyagé. Je m'appelle Hélène Bertrand et j'ai 71 ans. Pendant 43 ans, j'ai été marié à François Bertrand, l'homme le plus honnête que j'ai jamais connu. Il a travaillé comme avocat d'affaires chez Morel et Associés à Lyon pendant 35 ans. C'était le genre d'homme qui restait tard pour aider les jeunes collaborateurs, qui se souvenait de l'anniversaire de tout le monde, et qui n'élevait jamais la voix, même en colère. François est mort un mardi matin de mars. Un AVC foudroyant, a dit le médecin. L'instant d'avant, il préparait son café en parlant des hortensias qu'il voulait planter le long de la clôture, et l'instant d'après, il était parti, juste comme ça. 43 ans de mariage se sont terminés le temps que je marche de la chambre à la cuisine. Les funérailles étaient belles, du moins c'est ce qu'on m'a dit. Je m'en souviens à peine. Ce dont je me souviens, c'est de mon fils Thomas et de sa femme Chloé qui prenaient tout en main, comme si j'étais soudainement devenu invisible. Maman, assieds-toi. Chloé et moi on s'occupe de l'organisation, avait dit Thomas le lendemain de la mort de François. Mais je devrais être impliqué aussi. Tu es en deuil, maman. Laisse-nous prendre soin de toi. À l'époque, je pensais qu'ils étaient gentils. J'avais tort. Pendant la cérémonie, j'étais assise au premier rang de l'église Saint-Jean où François et moi nous étions mariés, regardant des étrangers s'approcher de mon fils et de ma belle-fille pour présenter leurs condoléances. Pas à moi. Thomas et Chloé s'étaient positionnés comme la famille endeuillée, tandis que j'étais traité comme un ornement fragile qui risquait de se briser si on parlait trop fort à côté. La pauvre Hélène le prend très mal, ai-je entendu Chloé chuchoter à quelqu'un derrière moi. Nous sommes inquiets pour son état mental. Mon état mental ? Je venais de perdre mon mari de 4 décennies et ma belle-fille remettait déjà en question ma santé mentale. Après l'enterrement, tout le monde s'est réuni chez nous pour la réception. Notre maison, cette belle bâtisse bourgeoise à Sainte-Foy-les-Lyons que François et moi avions achetée il y a 38 ans, où nous avions élevé Thomas, où nous avions prévu de vieillir ensemble. J'étais assise dans le fauteuil préféré de François près de la fenêtre quand Chloé s'est approchée avec une tasse de thé que je n'avais pas demandé. « Hélène, tu as l'air épuisée. Tu devrais peut-être monter te reposer. »« Je suis très bien ici, Chloé. » Thomas est venu s'asseoir sur le pouf en face de moi. « Maman, Chloé et moi avons discuté, et nous pensons qu'il serait temps d'envisager quelques changements. » « Quel genre de changement ? » ? « Cette maison est trop grande pour une seule personne. Et ces escaliers ne sont pas sûrs pour quelqu'un de ton âge. Il y a une résidence senior très charmante à Écully appelée les Jardins du Parc. Très élégant. Beaucoup d'activités. L'air a quitté mes poumons. Vous voulez que je quitte ma maison ? Nous voulons que tu sois en sécurité, a dit Chloé en me tapotant la main d'une manière qui m'a donné la chair de poule. Et honnêtement, maman, tu as eu tellement de pertes de mémoire ces derniers temps. La semaine dernière, tu ne trouvais plus tes lunettes de lecture. Et la semaine d'avant, tu as oublié ton rendez-vous chez le médecin. Je l'ai fixé. Je cherchais mes lunettes parce que Chloé les avait déplacées en rangeant ma table de nuit, et je n'avais pas oublié mon rendez-vous. Chloé m'avait dit qu'il avait été reporté, mais je n'ai rien dit de tout cela. J'étais trop fatigué, trop accablé par le chagrin pour argumenter. 3 jours plus tard, j'ai reçu l'appel téléphonique qui a tout changé. Madame Bertrand, c'est Henri Morel. J'étais l'associé de votre mari au cabinet. Bien sûr, Henri. François parlait souvent de vous. Il y eut un silence au bout du fil. Hélène, je dois vous voir le plus vite possible. François a laissé quelque chose sous ma garde. Quelque chose qu'il voulait que vous ayez, mais seulement dans des circonstances spécifiques. Quelles circonstances ? Je ne peux pas expliquer au téléphone. Pouvez-vous venir au cabinet demain matin à 9 h? Et Hélène, c'est important. François a été très clair, Thomas et Chloé ne doivent pas savoir pour ce rendez-vous. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Pourquoi pas? S'il vous plaît, venez juste demain, et venez seul. François m'a fait promettre.
Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. François m'avait caché des secrets. Mon mari, qui me disait tout, qui ne pouvait même pas garder mes cadeaux d'anniversaire cachés plus d'une journée, avait organisé des réunions secrètes avec son associé et laissé des instructions précises pour exclure notre fils. Que savait-il que j'ignorais? Le lendemain matin, j'ai dit à Thomas que je devais aller à la pharmacie. Je peux aller chercher tes médicaments pour toi, maman, a-t-il dit. Je suis parfaitement capable de conduire jusqu'à la pharmacie, Thomas. Tu es sûr? Ta conduite a été un peu inquiétante ces derniers temps. J'ai attrapé mon sac à main et je suis sorti avant de dire quelque chose que je regretterais. L'immeuble haussmannien du cabinet Morel et Associés, situé sur la presqu'île de Lyon, était un endroit que j'avais visité des centaines de fois pour des fêtes de Noël et des pots de départ. Aujourd'hui, on aurait dit un endroit totalement différent. Henri Morel m'attendait dans son bureau d'angle. C'était un homme de 74 ans aux cheveux argentés et aux yeux bienveillants qui semblait soucieux. « Hélène, merci d'être venue. Asseyez-vous, je vous en prie. » Je me suis installé dans le fauteuil en cuir face à son bureau. « Henri, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que François a laissé ?» Henri a ouvert le tiroir de son bureau et en a sorti une enveloppe Kraft avec mon nom écrit de la main de François. Mon cœur s'est serré à la vue de cette écriture familière. « Avant de vous donner ceci, je dois vous expliquer quelque chose, a dit Henri. Il y a environ 6 mois, François est venu me voir avec des inquiétudes. Il m'a demandé de garder cette enveloppe et de ne vous la donner que si certaines conditions étaient remplies. Quelles conditions? Si, dans les 30 jours suivant son décès, Thomas ou Chloé tentaient d'apporter des changements juridiques concernant vos finances, vos décisions médicales ou votre situation de logement. J'ai senti le sang quitter mon visage. Quoi? Henri a hoché la tête lentement. Il y a 3 jours, Thomas est venu à ce bureau. Il voulait connaître le contenu du testament de François. Il a posé des questions sur la procuration. Il voulait savoir à quelle vitesse il pouvait obtenir le contrôle de vos comptes bancaires et de la maison. C'est impossible. Thomas ne ferait pas ça. Hélène. La voix d'Henri était douce mais ferme. Il y a plus. Thomas a également demandé des renseignements sur la procédure de mise sous tutelle pour inaptitude mentale. La pièce a tangué. J'ai agrippé les accoudoirs du fauteuil pour me stabiliser. Il demandait comment me faire déclarer incompétente. Il se renseignait sur le processus. Il a mentionné que vous montriez des signes de confusion, de perte de mémoire. Il a dit qu'il s'inquiétait de votre capacité à prendre des décisions saines. J'ai secoué la tête. Il n'y a rien qui cloche avec mon esprit. J'ai eu des oublis parce que je suis en deuil. Mais je ne suis pas. Je sais, m'a interrompu Henri. François le savait aussi. C'est pour ça qu'il a préparé ça. Il m'a tendu l'enveloppe. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de François, une clé USB et la clé d'un coffre-fort bancaire. J'ai déplié la lettre et commencé à lire. Ma très chère Hélène, si tu lis ceci, c'est que je suis parti et que notre fils a montré son vrai visage. Je suis tellement désolé, mon amour. Désolé de ne pas t'avoir dit ce que j'ai découvert. Je voulais te protéger de cette douleur aussi longtemps que possible. Il y a 6 mois, j'ai découvert que Thomas nous mentait. Il nous a dit que son restaurant marchait bien, mais il a fait faillite il y a 2 ans. Il cache des dettes massives, des dettes de jeu, plus de 180 000 € dus à des gens qui n'acceptent pas les retards de paiement. Mais ce n'est pas le pire. Il y a 3 mois, j'ai découvert que Chloé essayait systématiquement de te faire douter de toi-même. Les lunettes perdues, les rendez-vous reportés, les médicaments qui n'étaient pas là où tu les avais laissés. Ce n'était pas ta mémoire qui flanchait, Hélène. C'était Chloé qui préparait le terrain pour te faire mettre sous tutelle. La clé USB contient des preuves, enregistrements, photos, documents financiers. Henri m'a aidé à tout rassembler légalement pour que cela puisse être utilisé au tribunal si nécessaire. La clé est celle de notre coffre à la Banque Populaire. À l'intérieur, tu trouveras des documents supplémentaires, y compris la preuve que Chloé a déjà ouvert des cartes de crédit à ton nom sans que tu le saches. Je sais que ça fait mal. Je sais que tu aimes Thomas. Je l'aime aussi. Mais je t'aime davantage. Je t'aimerai toujours plus. Protège-toi, ma chérie. Ne les laisse pas prendre ce que nous avons construit ensemble. À toi pour toujours, François. Je ne pouvais plus respirer. La lettre est tombée de mes mains,
et Henri était soudain à mes côtés, m'offrant de l'eau, demandant si ça allait. Il savait, ai-je chuchoté. François savait ce qu'il préparait. Il savait, a confirmé Henri. Et il a passé les 6 derniers mois de sa vie à s'assurer que tu serais protégé. J'ai levé les yeux vers Henri. Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit? Il a dit qu'il ne voulait pas t'inquiéter tant qu'il n'avait pas de preuves formelles. Il espérait toujours se tromper, qu'il y avait une autre explication. Mais quand il a réalisé ce que faisait Chloé, la manipulation mentale, le détournement cognitif, il a su qu'il devait agir. Manipulation mentale? Henri a hoché la tête. C'est une forme d'abus psychologique où quelqu'un vous fait douter de votre propre réalité, de votre propre mémoire. Chloé le faisait systématiquement, déplaçant vos affaires, vous donnant de fausses informations, puis suggérant que votre confusion était un signe de déclin mental. Tout prenait soudain un sens terrible. La façon dont j'avais commencé à douter de moi, la façon dont j'avais accepté l'inquiétude de Thomas et Chloé comme étant sincère. La façon dont j'avais presque cru que je perdais la tête. Qu'est-ce que je fais maintenant, ai-je demandé. D'abord, nous allons à la banque récupérer le contenu du coffre. Ensuite, nous examinons les preuves, et ensuite Hélène, nous décidons comment vous voulez procéder. Nous avons conduit jusqu'à la Banque Populaire ensemble. Henri a attendu pendant que j'ouvrais le coffre avec des mains tremblantes. À l'intérieur, j'ai trouvé des piles de documents, des relevés bancaires montrant des retraits que je n'avais pas autorisés, des relevés de cartes de crédit à mon nom pour des comptes que je n'avais jamais ouverts, et des photos. Des dizaines de photos de Chloé dans des boutiques de luxe rue de la République, chez un bijoutier, chez un concessionnaire automobile regardant des voitures de sport. Il y avait aussi une autre clé USB avec un post-it collé dessus, caméra de surveillance. À regarder avec Henri. De retour au bureau d'Henri, nous avons inséré la clé USB dans son ordinateur. La première vidéo provenait d'une caméra dans le bureau de François à la maison, une dont j'ignorais l'existence. La vidéo montrait Thomas et Chloé assis sur le canapé en cuir de François. Papa finira par signer les papiers, disait Thomas. Il a juste besoin d'être un peu plus convaincu. Et s'il ne le fait pas, demandait Chloé. Alors on attend. Il n'est pas tout jeune. Et une fois qu'il sera parti, maman sera facile à gérer. Elle commence déjà à croire que quelque chose ne va pas avec sa mémoire. La maison de retraite à Écully est prête dès qu'on en aura besoin. Mon amie Sarah y travaille. Elle a dit qu'une fois Hélène admise, c'est très difficile pour elle de contester quoi que ce soit, surtout si on a des dossiers médicaux attestant de la démence. Thomas a hoché la tête. Et le marché immobilier est bon en ce moment. On pourrait en tirer au moins 900 000 €, plus ses comptes de retraite, l'assurance vie. On parle de près d'1 million au total. Je regardais mon fils et ma belle-fille discuter de mon avenir comme si j'étais déjà morte, calculant la valeur de ma vie en euros et centimes. La vidéo a continué. Chloé s'est penchée en avant. Et ton père? Il pose trop de questions. L'expression de Thomas s'est assombrie. Papa doit arrêter d'être aussi têtu. J'ai essayé de lui expliquer qu'on a des ennuis, qu'on a besoin d'aide, mais il continue de dire qu'on doit assumer nos conséquences. Facile à dire pour lui. Il n'a jamais pris une mauvaise décision de sa vie. Eh bien, a dit Chloé lentement. Le stress est mauvais pour son cœur. Le médecin l'a dit. Peut-être que s'il réalisait à quel point notre situation est grave, à quel point les gens à qui Thomas doit de l'argent peuvent être dangereux. J'ai arrêté la vidéo. Je ne pouvais plus regarder. Ils allaient le menacer, ai-je dit, ma voix à peine audible. Ils allaient lui faire peur, sachant que ça pourrait déclencher une crise cardiaque. Le visage d'Henri était grave. Nous ne le savons pas avec certitude, Hélène, mais nous savons qu'il prévoyait de tout vous prendre, et nous en avons la preuve. Je suis resté assise en silence un long moment, essayant de concilier le fils que j'avais élevé avec l'étranger sur cette vidéo. Thomas, mon petit garçon qui m'apportait des pissenlits du jardin, qui pleurait quand son poisson rouge mourait, qui me disait que j'étais la meilleure maman du monde sur chaque carte de la fête des mères. Comment ce garçon avait-il pu devenir cet homme? Quelles sont mes options, ai-je finalement demandé. Vous pouvez signaler l'usurpation d'identité à la police. Chloé a ouvert ses cartes frauduleusement et elle a fait des achats. C'est un crime. Vous pouvez aussi porter plainte pour abus de faiblesse sur personnes vulnérables. La justice française prend cela très au sérieux. Et Thomas. Thomas était complice de la fraude. Il risque des poursuites également. J'ai fermé les yeux.
Je ne sais pas si je peux envoyer mon fils en prison. Hélène, vous n'avez pas à décider cela aujourd'hui, mais vous devez vous protéger. Dès maintenant. Cet après-midi-là, Henri m'a aidé à faire les premières démarches. Nous avons gelé tous mes comptes bancaires et en avons ouvert de nouveaux auxquels Thomas et Chloé n'avaient pas accès. Nous avons signalé les cartes de crédit frauduleuses à la police. Nous avons fait changer les serrures de ma maison. Et puis nous avons attendu. Thomas m'a appelé 7 fois ce soir-là. Je n'ai pas répondu. Il m'a envoyé 12 SMS, chaque message plus désespéré que le dernier. Maman, où es-tu, maman, on s'inquiète pour toi, maman, pourquoi tu ne réponds pas, maman, rappelle-nous s'il te plaît. Chloé pleure. Elle pense qu'il t'est arrivé quelque chose. J'ai éteint mon téléphone. Le lendemain matin, Thomas et Chloé se sont présentés à ma porte à 7h30. Je les ai regardés par la fenêtre alors que Thomas essayait sa clé et découvrait qu'elle ne fonctionnait pas, maman. Il a martelé la porte. Maman, pourquoi as-tu changé les serrures? Laisse-nous entrer. J'ai pris une grande inspiration et j'ai ouvert la porte. Bonjour, Thomas. Chloé. Maman, qu'est-ce qui se passe? On s'est fait un sang d'encre. Tu ne répondais pas au téléphone. Tu as changé les serrures. Entrez, ai-je dit. Il faut qu'on parle. Ils m'ont suivi dans le salon, échangeant des regards que je reconnaissais maintenant comme calculés plutôt qu'inquiets. Maman, tu te sens bien, a demandé Chloé, utilisant cette voix douce que je savais maintenant fausse. Tu as l'air bouleversé. Tu devrais peut-être t'asseoir. Je vais bien. Mais tu as raison. Je suis bouleversé. Je suis bouleversé parce que j'ai passé la journée d'hier avec Henri Morel, l'associé de François. Le visage de Thomas est devenu blême. Pourquoi étais-tu avec Henri? Parce que François a laissé quelque chose pour moi. Quelque chose qu'il ne voulait pas que vous sachiez. J'ai sorti le dossier de documents de sous le coussin du canapé où je l'avais caché la veille. Voudrais-tu m'expliquer ces cartes de crédit à mon nom, Chloé? Celles que tu utilises pour acheter des bijoux et des vêtements de marque. Le masque de Chloé a glissé un instant avant qu'elle ne se reprenne. Hélène, je ne sais pas de quoi tu parles. Ce doit être une erreur. Quelqu'un a dû voler ton identité. Oui, quelqu'un l'a fait. Toi. Thomas s'est avancé. Maman, écoute-toi. Tu es confuse. C'est exactement ce qui nous inquiétait. Tu ne penses pas clairement. Je pense plus clairement que je ne l'ai fait depuis des mois. Thomas, sais-tu pourquoi? Parce que je comprends enfin pourquoi je me sentais si confuse. Ce n'est pas parce que ma mémoire flanche. C'est parce que ta femme me manipulait mentalement, déplaçait mes affaires, changeait mes rendez-vous, me faisait douter de mon propre esprit pour que vous puissiez me mettre sous tutelle et prendre tout ce pour quoi ton père et moi avons travaillé. Le silence qui a suivi était assourdissant. Puis Chloé a ri. C'était un son dur et laid que je n'avais jamais entendu d'elle auparavant. Eh bien, dit-elle, laissant tomber toute prétention. Je suppose que le secret est dévoilé. Chloé, siffla Thomas. Oh, à quoi bon, Thomas? Elle sait. Elle a des preuves. Chloé s'est tournée vers moi et j'ai vu son vrai visage pour la première fois. Froid, calculateur, sans une once d'amour ou de respect. Tu as raison, Hélène. On prévoyait ça depuis 2 ans. Les dettes de Thomas sont massives. Les gens à qui il doit de l'argent se fichent des échéanciers ou des excuses. On avait besoin de liquide rapidement et toi et François étiez assis sur une fortune que vous n'alliez jamais utiliser. C'est notre argent. À moi et à François. François est mort, a claqué Chloé. Et tu as 71 ans. Pourquoi as-tu besoin d'une maison à 900 000 euros? Pourquoi as-tu besoin de compte de retraite? Tu pourrais vivre parfaitement confortablement dans une maison de retraite pour le reste de ta vie pendant que nous remboursons nos dettes et prenons un nouveau départ. J'ai regardé mon fils. Thomas, tu n'as rien à dire? Pendant un moment, j'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux. De la honte, peut-être, ou du regret. Mais ensuite, c'était parti. Maman, on était désespérés. Tu ne comprends pas le genre de pression qu'on subit. J'ai essayé de demander de l'aide à papa, et il a dit qu'on devait faire face à nos conséquences. Quel genre de père dit ça à son fils? Le genre qui veut que son fils devienne un homme, ai-je répondu. Le visage de Thomas s'est tordu. Eh bien, regarde où ça l'a mené. Mort d'un AVC à 73 ans.
Toute cette intégrité pourrie dans le sol avec lui. Quelque chose en moi s'est brisé à ces mots. Le dernier fil d'espoir que tout cela n'était qu'un malentendu, que mon fils était toujours mon fils, a rompu. Sortez de ma maison, ai-je dit doucement. Maman. Sors de ma maison, Thomas. Prends ta femme et partez, et ne revenez pas. Chloé a attrapé son sac à main. Très bien, mais ce n'est pas fini, Hélène. On contestera le testament. On te fera évaluer d'une manière ou d'une autre. Chloé, les jeux interrompus. Il y a quelque chose que tu devrais savoir avant de faire d'autres menaces. Je suis déjà allé à la police. L'usurpation d'identité, la fraude à la carte bancaire, tout est enregistré. Si vous essayez de contester le testament, ou de me faire déclarer incompétente, je porterai plainte. Et l'officier de police à qui j'ai parlé était très intéressé par la vidéo que François a enregistrée de toi et Thomas discutant de la façon de lui faire peur pour provoquer une crise cardiaque. La couleur a quitté le visage de Chloé. Nous n'avons jamais. C'est tout enregistré, Chloé. Chaque mot. Thomas a attrapé le bras de Chloé. On s'en va. Bonne idée, ai-je dit. Et Thomas, ne m'appelle pas. Ne m'envoie pas de SMS. Ne viens pas à cette maison. Si tu le fais, je demanderai une ordonnance de restriction. Les papiers sont déjà prêts. Je les ai regardés partir en voiture, sachant que je ne reverrai probablement jamais mon fils. Cette nuit-là, je me suis assise dans le fauteuil de François près de la fenêtre et j'ai pleuré, non pas pour le fils que j'avais perdu, mais pour le fils que je n'avais jamais vraiment eu. Le Thomas que je croyais connaître, l'enfant aimant et reconnaissant, avait été une illusion pendant des années, peut-être toujours. Les mois suivants ont été difficiles, mais aussi étrangement libérateurs. Henri m'a aidé à naviguer dans le processus juridique. Chloé a été arrêtée pour usurpation d'identité et abus de faiblesse. Elle a été condamnée et a purgé 18 mois de prison ferme. Thomas a été inculpé comme complice, mais a reçu une peine avec sursis car c'était sa première infraction et parce que, selon son avocat, il avait été sous l'influence de sa femme. Je n'ai pas assisté au procès. Je n'en avais pas besoin. J'avais déjà fait mes adieux. J'ai vendu la maison de Sainte-Foy, non pas parce que je le devais, mais parce que chaque pièce me rappelait ce que j'avais perdu. Pas François. Je porterai François avec moi pour toujours. Mais le rêve de famille, l'idée que mon fils serait là pour moi pendant mes vieux jours. Certains rêves sont faits pour être abandonnés. J'ai acheté une maison plus petite à Lourmarin, un magnifique village du Luberon, en Provence. Il y a un jardin où j'ai planté les hortensias que François n'a jamais pu planter. Il y a une terrasse où je bois mon café du matin et regarde le soleil se lever sur les collines. Je me suis fait de nouveaux amis. Martine et Jacques, mes voisins, m'ont invité à leur club de lecture. Nicole de la paroisse m'a présenté à son groupe de marche. Pour la première fois depuis des années, j'ai une vie sociale qui n'est pas filtrée par mon fils et ma belle-fille. Le mois dernier, j'ai reçu une lettre de Thomas. Il vit à Paris maintenant, travaille chez un concessionnaire automobile. Il a dit qu'il suivait une thérapie, qu'il essayait de comprendre comment il était devenu quelqu'un capable de blesser sa propre mère. Il demandait s'il y avait une possibilité de pardon, une chance de réessayer. J'ai lu la lettre 3 fois avant de répondre. Thomas, j'espère que ta thérapie t'aide. J'espère que tu trouveras la paix et construiras une vie dont tu pourras être fier. Mais je ne peux pas faire partie de cette vie. Non pas parce que je ne t'aime pas. J'aimerais toujours le garçon que tu étais, mais l'homme que tu es devenu m'est étranger. Et cet étranger m'a blessé d'une manière dont je guéris encore. Ton père m'a sauvé. Même après la mort, il m'a protégé de toi. Je passerai les années qu'il me reste à honorer sa mémoire en vivant pleinement et librement. Je te souhaite le meilleur, mais s'il te plaît, ne me contacte plus. Ta mère, Hélène. Certains diront que j'ai été trop dur. Certains diront que j'aurais dû lui donner une autre chance, mais j'ai appris quelque chose durant ces mois terribles après la mort de François. On ne peut pas sauver quelqu'un qui vous voit comme un obstacle. On ne peut pas aimer quelqu'un pour qu'il devienne gentil. On ne peut pas se culpabiliser d'être la victime de quelqu'un. François le savait. Il savait que j'aurais du mal à me protéger parce que les mères veulent toujours croire le meilleur de leurs enfants. Alors il m'a protégé lui-même, même depuis l'au-delà. Chaque matin, je me réveille dans ma petite maison du Luberon, je bois mon café sur la terrasse, je regarde les hortensias fleurir et je sais que quelque part, François regarde aussi.
Tout le monde n'a pas droit à une fin heureuse. Mais j'ai eu quelque chose de mieux. J'ai eu la vérité. J'ai eu ma liberté. Et j'ai eu la certitude que mon mari m'aimait assez pour me sauver de mon propre fils. Ça vaut plus que n'importe quel héritage.